En 1984, Jack Tramiel, dirigeant de Commodore, décide de partir chez la concurrence et se retrouve propulsé directeur de Atari. La fin de la génération 8 bits approchant, Tramiel lance les équipes sur un nouveau projet hybride 16-32 bits qui utilise le tout nouveau processeur Motorola 68000. Il s'agit de la gamme Atari ST qui sortira l'année suivante. Quelques années avant ça, un groupe d'ingénieurs de chez Atari dirigé par un certain Jay Miner décide eux aussi de quitter le navire et de fonder leur propre boîte dans le but de créer un nouvel ordinateur. Cette émancipation est rendue possible grâce à un contrat passé avec Atari. En effet, l'entreprise s'est endettée auprès de sa maison mère et si elle ne parvient pas à rembourser sa dette, elle sera automatiquement ravalée par celle-ci. Cependant, Commodore, privé de son dirigeant emblématique, voit le potentiel de l'entreprise de Miner et décide de racheter la boîte illico presto avant qu'Atari la récupère. Et décide de mettre un max de sous dans le projet, car pour eux, la machine de Miner a un potentiel énorme et promet de créer un véritable tremblement de terre sur l'industrie de l'informatique. Le premier modèle sort quelques mois après l'Atari ST et Commodore ne s'y était pas trompé, c'est une réussite totale. C'est simple, cette machine a défini les standards de l'informatique des années 80-90 à elle toute seule pendant des années, régnant en maître sur l'industrie. Elle avait des années d'avance sur la concurrence et encore aujourd'hui certains l'appellent la Rolls-Royce de l'informatique. Aujourd'hui dans cette review rigolo, je vous présente l'ordinateur le plus emblématique des années 80-90, celui qui a laissé des souvenirs à une génération entière, voici l'Amiga 500. Je suis Cyrix1995, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle review rigolo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de review rigolo, j'espère que le retour de ce format vous plaît. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, comme je l'ai dit en intro, l'Amiga 500. C'est une machine qui a une histoire fabuleuse, c'est l'ordinateur phare des années 80-90, la star de l'informatique rétro. Et pour vous le présenter, je me devais de faire une belle intro bien montée et tout, comme vous avez pu voir. Malgré tout, on va quand même un peu revenir sur son histoire et développer un petit peu. Donc l'Amiga, comme vous le savez, ça a été développé par Commodore. C'est inscrit dessus. Commodore, c'est une entreprise informatique des années 70, 80, 90 qui a fait faillite en 1994, alors qu'il a été pendant longtemps parmi les leaders du marché. Cette entreprise a été fondée par un certain Jack Tramiel, qui est une représentation parfaite de ce qu'était un pionnier de la Silicon Valley à l'époque. Il a fondé la firme dans les années 50 et l'a spécialisé dans le business de calculatrice. Progressivement, dans les années 70, il a fait basculer sur le design des micro-ordinateurs, avec notamment le rachat de l'usine créatrice de puces MOS Technology, lui permettant de créer des architectures redoutables. La firme a notamment créé le processeur MOS 6502, dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent, qui est un processeur ultra populaire des années 80, notamment utilisé dans plein de machines comme le Apple II, la NES, la Master System, enfin voilà. Comme je l'avais expliqué, c'était quelqu'un d'assez tête brûlée, qui n'avait pas peur de tenter des nouveaux trucs et de se livrer à une guerre contre ses concurrents. En l'occurrence, la machine phare de Commodore au début des années 80, c'est le Commodore 64, une machine bas de gamme, accessible, qui a démocratisé l'informatique auprès de Monsieur Tout-le-Monde. Encore aujourd'hui, l'ordinateur le plus vendu de tous les temps. Seulement, pour tenir bon à la concurrence, Tramiel ordonne qu'on baisse le prix du Commodore 64 à des prix extrêmement bas. Il est descendu à l'environ de $200. Pour lutter notamment contre Texas Instruments. Ce qui effraie le conseil d'administration, qui commence à paniquer et se dire que Jack Tramiel n'a plus le sens des réalités. Ils décideront alors, avec des batailles de pouvoir diverses et variées, de le pousser vers la sortie. À ce moment-là, Tramiel, livré à lui-même, décide alors de se trouver une autre firme pour bosser. À ce moment-là, le premier concurrent de Commodore, c'est Atari. Atari qui est en assez mauvaise posture. Ils ont vécu de plein fouet le crash de 1983, leur Atari 2600 se vend assez mal, bien que n'étant pas totalement mort. Par contre, leur division informatique 8 bits ne tient plus la route du tout. Et du coup, Tramiel se dit que c'est une bonne idée. À ce moment-là, c'est la Warner qui possède Atari. Il en rachète une partie, il rachète la partie informatique, et décide de construire une nouvelle machine plus en adéquation avec son temps. Cette machine, vous la connaissez, on l'a déjà vue dans une review rigolo, c'est l'Atari ST, qui sera le plus grand rival de l'Amiga. C'est une machine assez particulière parce que Tramiel l'a conçue comme se voulant un genre de Macintosh accessible. Il était prévu pour être pas cher, il embarque un certain nombre de puces similaires au Macintosh, notamment le processeur Motorola 68000,
Et il misait à fond sur son interface graphique et son accessibilité pour être sympa. Mais il était aussi bas de gamme et pas cher. Il était fourni notamment avec son moniteur sur la plupart des sets. Moi j'ai jamais vu le moniteur sur celui-là, je sais pas s'il en a eu un. Et il était fourni avec le plus de matériel simple d'utilisation, notamment l'alimentation qui était directement intégrée dans la tour. Cependant, il faut savoir que quand il a racheté Atari, Tramiel espérait récupérer autre chose. Parce que, donc, comme je le disais, Commodore et Atari étaient concurrents à cette époque. Et si vous aimez la guerre des consoles Nintendo et Sega, sachez qu'elle n'est rien comparée à la guerre que se menaient Commodore et Atari, qui était d'autant plus violente. En l'occurrence, comme je l'ai expliqué dans l'intro, un certain Jay Miner, au début des années 80, je crois que c'est aux alentours de 82-83, décide de quitter Atari avec un certain nombre d'ingénieurs et de créer une nouvelle boîte qu'ils appelleront Hi-Tomo, qu'ils renommeront plus tard en Amiga Corp, qui aura pour but de créer une nouvelle machine. Un ordinateur inédit, avec notamment une approche de conception qui était sans précédent par rapport à ce que faisait l'industrie jusque-là. Le problème, c'est qu'il manque de pognon. Ils sont indépendants, totalement indépendants, mais ils n'ont pas d'argent. Du coup, pour finaliser leur prototype, ils vont décider de signer un contrat avec Atari qui leur permettra un emprunt de 500 000 $. Avec ça, ils pourront finaliser leur prototype, seulement le contrat a une consigne précise. Si dans 30 jours, ils ne remboursent pas l'emprunt à Atari, toute la propriété intellectuelle et toute leur structure reviendra à Atari. Donc, ils ont intérêt à être rentables. À ce moment-là, Commodore a donc perdu Jack Tramiel, son dirigeant emblématique. La firme commence à décliner avec son 64 qui commence à fatiguer. Il aurait temps de rebondir et il voit le projet Amiga Corp, qui n'a besoin que d'argent pour fonctionner et qui sera récupéré par Atari s'ils ne font rien. Commodore décide donc d'agir et rachète immédiatement à 25 millions de $, si je dis pas de bêtises, la firme Amiga. Et dans la foulée, il rembourse Atari. Du coup, Atari n'est plus endetté et ne peut plus dépendre d'Amiga. Amiga leur file sous le nez. Quand Tramiel arrive au pouvoir, il s'assied à son siège et il se rend compte que le projet Amiga lui est passé sous le nez. Redoutable. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'on a des ingénieurs de Commodore qui sont passés chez Atari, tandis que des ingénieurs d'Atari sont passés chez Commodore. C'est assez ironique. Et donc, à partir de là, ils vont créer une nouvelle machine qui a la particularité de reposer en grande partie sur une architecture très synergique. Là où la plupart des ordinateurs s'appuyaient sur un fonctionnement standard, c'est-à-dire un processeur, un chipset, une puce graphique et éventuellement une puce son, l'Amiga, c'est une machine qui mise énormément sur plusieurs puces polyvalentes. À l'intérieur de l'Amiga, il y a le processeur Motorola 68000 évidemment, mais 3 autres puces notamment, qui s'appellent Agnus, Denise et Paula, qui ont toutes des rôles assez précis et en même temps assez synergiques. Elles vont énormément fonctionner ensemble et cette architecture très unifiée va en faire une machine incroyablement plus performante que la plupart des choses qui se faisaient avant elle. Alors que pourtant elle a le même processeur que la plupart des machines concurrentes. C'est-à-dire que ce soit l'Atari ST comme le Macintosh d'Apple, ils ont tous les deux le même processeur, le Motorola 68K. Le plus drôle, c'est que dans l'Amiga, le Motorola 68K tourne même pas à la vitesse maximale prévue pour ce processeur. Il tourne à 7 MHz, là où dans l'Atari et dans le Macintosh, il tourne à 8 MHz. Ce qui fait que même avec un processeur moins puissant sur le papier, l'Amiga arrive à avoir des capacités sonores et visuelles tout bonnement incroyables et inégalables quand il sortira. Alors, ce modèle-là, vous l'avez vu, c'est l'Amiga 500. Ce n'est pas le premier. C'est le deuxième modèle. Le premier modèle d'Amiga, il est sorti en 1985, un peu après l'Atari ST, qui était sorti en été, lui il sortira en fin d'année. C'est l'Amiga 1000. Il était en format desktop, c'est-à-dire on posait le moniteur dessus et on branchait un clavier devant. C'était une espèce d'ancêtre de la tour, vous avez déjà vu ce genre d'ordinateur, on en trouve encore aujourd'hui, notamment du côté de chez Dell. Il est assez onéreux, quoique pas tant. Il est moins cher qu'un Macintosh, alors que pourtant il a des capacités largement équivalentes, mais il est quand même plus cher qu'un Atari, de beaucoup. À peu près 200 $, si je dis pas de bêtises. Mais 2 ans après, en 1987, Commodore arrive à optimiser son architecture et sort ce modèle, l'Amiga 500, qui lui est une véritable... c'est un véritable tremblement de terre, comme disait dans l'intro. C'est-à-dire, il est à un prix qui avoisine celui d'Amiga, à peine au-dessus. Il est redoutablement plus... Il a exactement la même puissance que l'Amiga 1000, et il a exactement toutes les mêmes features, à ce prix qu'il est plus pratique, plus portable, et que son prix est bien plus agressif. À partir de là, Atari va commencer à vraiment déchanter, et va se retrouver confiné à un marché de niche, notamment le marché des musiciens dont j'avais parlé, vu que
vu que l'Atari ST avait notamment son interface MIDI qui en faisait une très bonne machine pour la musique. L'Amiga, lui, prendra tout le reste, notamment le monde du jeu vidéo. Le secteur industriel ne sera pas trop son fort, vu que ce sera surtout l'IBM PC qui va le garder, et il y aura évidemment tous les outsiders, notamment toute l'industrie du luxe de l'informatique qui va rester chez Apple, qui avait en fer de lance une interface plus finie, un produit un peu plus premium, mais qui avait un prix démentiellement plus élevé alors qu'il avait des capacités largement équivalentes. Et pour vous dire à quel point c'est impressionnant les capacités de l'Amiga pour son époque, on est sur une machine qui est capable d'égaler la Neo Geo en termes de puissance alors qu'il est sorti en 87. La NES n'est même pas encore sortie en France. C'est dire à quel point cette machine était vraiment monstrueuse pour l'époque. Et elle a vraiment défini tous les standards à elle toute seule. L'Amiga va régner en maître sur toute l'industrie de l'informatique jusqu'à la fin des années 90 où la faillite de Commodore face à l'essor du PC compatible va finir par en avoir beau. Parce que l'Amiga avait l'inconvénient d'être une architecture très fermée qui n'était détenue que par Commodore, là où l'IBM PC, lui, a mené lieu à tout un tas de clones grâce à son architecture ouverte qui a permis la profusion de fabricants en tout genre et la baisse des prix, le rendant plus accessible et beaucoup plus pas forcément agréable, mais adaptable. Faisons un petit tour de la machine. Elle a un design très similaire à celui de l'Atari ST, avec ce même langage des années 80, des designs très anguleux. L'Atari ST est gris, elle est beige. Alors dans les deux cas, ils ont très mal vieilli et l'Atari est devenu marron, lui il est devenu jaune. Mais ils avaient des couleurs beaucoup plus proches du blanc à la base. Là, en fait, ils étaient dans les mêmes tons globalement, avec une toute petite différence du point de vue de l'Atari. C'était pas aussi flagrant que Nintendo et Sega. Globalement, le clavier est très proche, beaucoup plus proche de celui de l'Atari d'un clavier standard. Il y a quelques bizarreries. Alors évidemment, on a une touche Amiga, qui remplace la touche Commodore du Commodore 64. La touche contrôle est là, on sait pas trop pourquoi, à côté de Caps Lock, qui est équipé d'une LED, qui n'est pas mécanique du coup. Après, globalement, c'est un layout AZERTY tout à fait standard. Les touches de fonction au-dessus, alors il n'y en a pas jusqu'à F12, il y a jusqu'à F10. Très peu de touches au-dessus des flèches. Les flèches qui sont surélevées, exactement comme sur l'Atari, quoique un petit peu moins, avec les mêmes touches Del et Help. Alors non, sur le ST, c'est Help et Undo, et Help n'est pas à la même place. Et le pavé numérique, qui est globalement très similaire, avec un layout très QWERTY sur les bords. Voilà. Pas grand chose à dire. Ici, on a du coup un badge qui est assez élégant et épuré pour l'époque, avec le logo Amiga gravé dans la coque. On a une LED de power et une LED de drive, donc qui correspond à l'activité du lecteur de disquette, parce qu'il y a un lecteur de disquette intégré sur cette machine, et toutes les prises sont à l'arrière. Alors, faisons un tour. On a la prise DB23 qui correspond à l'affichage couleur, c'est la grosse prise là avec des vis. Ici, vous avez une prise RCA, donc composite. Elle n'émet qu'en noir et blanc. Si vous voulez la couleur, il faut forcément passer sur cette grosse prise. Manque de bol, sur mon Amiga à moi, elle est cassée, ce qui fait que mon Amiga ne peut plus l'émettre que sur sa prise noir et blanc. Ici, vous avez le connecteur d'alimentation en carré. Ça ressemble à un connecteur DIN, sauf qu'il a été mis en carré. Là, vous avez le port parallèle, donc qui permet de brancher des périphériques, comme par exemple des disques durs ou ce genre de choses. Là, vous avez un port série qui avait un rôle similaire, mais qui servait pour d'autres périphériques, comme par exemple les modems ou les imprimantes. Là, vous avez le port du disk drive, donc qui permettait de brancher un lecteur disquette externe. Là, vous avez les deux jacks audio, donc composite, avec du coup la stéréo native, ce qui est assez rare sur ces machines. Et là, vous avez les deux ports joystick. Ce sont exactement les mêmes que sur l'Atari, le Commodore 64. À l'époque, il y avait un petit standard. Et donc, vous pouvez brancher une souris sur l'un, un joystick sur l'autre. Exactement de la même façon que l'Atari. Là, vous avez quelques mises en garde sur la garantie de la machine. Et donc, vous avez le lecteur disquette qui est directement accessible sur le côté, ici. Cette machine a été modifiée et possède ce qu'on appelle un lecteur Gotek, qui lui permet de charger les disques via USB. C'est pour ça que le lecteur disquette n'a pas tellement une gueule de lecteur disquette. Mais bon, globalement, il n'y a pas grand chose qui change. Faut savoir que depuis peu, vous l'avez sans doute vu sur les shorts, j'ai également mis un lecteur Gotek sur l'Atari, ce qui me permet également de charger plus facilement des jeux avec. C'est pour ça que vous avez vu voir des shorts où maintenant il peut lire des jeux à nouveau. Dans les deux cas, il y a un petit écran, une clé USB, c'est très rigolo, c'est très mignon et c'est très pratique pour recycler les vieilles machines. Autrement, sur le côté, alors il est là, j'arrive jamais à ouvrir cette trappe, mais il y a un port d'extension ici qui permet de brancher des accessoires parallèles et il y a merci l'aspirateur que j'ai bousculé qui du coup s'est remis en charge. Et il y a sous la machine une autre baie d'extension. Je vais pas y arriver à une main, si. Ouais, comme ça c'est plus facile. Hop. Voilà. Alors, elle est où? Elle est là. Là, vous avez une trappe. Je vais pas me risquer à l'ouvrir. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure en vous montrant le circuit, parce que j'ai prévu de vous montrer le circuit de cette machine.
Là vous avez une trappe qui donc correspond à une belle extension qui permet notamment d'avoir des baies mémoire. Et en l'occurrence cet Amiga en a une, il est à 1000 mégas, donc 1 kg de RAM, non 1 kg, 1 méga de RAM, je dis des conneries, pas 1000 mégas, c'est 1000 kg, je fais n'importe quoi. Donc cet Amiga 500 qui à la base a 500 kg de RAM, ce qui est plutôt logique, exactement comme l'Atari qui en avait 500 aussi, il en a 1000 vu qu'il a une extension de 500 également, voilà. Et globalement, vous voyez, on est sur une machine qui est très proche de l'Amiga en termes d'organisation. C'était les standards de l'époque, c'était pas vraiment l'enterrement, enfin c'était pas dans une volonté de limiter ou quoi que ce soit. C'est juste que la plupart des ordinateurs en forme de clavier ressemblaient à ça dans les années 80. Allez, on passe à la suite. Et nous voilà face à l'électronique. Alors, j'ai changé d'avis parce que je me suis dit, mon Amiga, je l'ai légèrement abîmé quand je l'ai démonté la dernière fois. C'est comme ça qu'il a perdu son affichage couleur, très certainement une soudure qui a rompu. Alors ça se répare, c'est pas grave, mais tant que j'ai pas de solution pérenne, j'ai pas trop envie de l'ouvrir à nouveau pour prendre des risques. Du coup, je suis allé trouver une image du circuit sur le net et je me suis dit c'est tout aussi pertinent pour vous le montrer. En plus, là, vous avez l'avatar qui commente en direct, c'est sympa. Alors, du coup, vous avez le curseur, suivez-le bien, c'est lui qui va vous montrer qu'est-ce qu'il y a à voir. L'Amiga 500, du coup, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est surtout une architecture très complexe avec des puces qui interagissent entre elles. Il y a notamment le processeur central, donc le Motorola 68000, vous avez l'habitude de le voir. Si vous suivez les revues rigolo micro dans les vidéos, vous l'avez déjà vu sur celle qui parle du Macintosh classique. Il y en a deux. Enfin voilà. Donc c'est lui le processeur central. Vous voyez qu'il a même pas de rafraîchissement, dissipateur ou quoi que ce soit parce que le processeur Motorola 68K c'est un processeur qui est tellement peu puissant par rapport à aujourd'hui qu'il n'a pas besoin de beaucoup pour refroidir. Du coup il était juste comme ça à l'air libre et il était sur un socket qui fait qu'on pouvait le changer facilement. Ici vous avez la ROM qui donc stocke tous les ingrédients de base pour que le processeur puisse démarrer. Là vous avez les fameux 512 kg de RAM, c'est de la RAM rapide. Là vous avez Agnus. Agnus, c'est une espèce d'organiseur. En gros, il va s'occuper de la synergie entre Denis, Paula et la RAM. Il va être aidé dans ce rôle-là par Gary. C'est marrant parce que oui, les puces de l'Amiga, elles ont toutes des noms, vous le voyez, c'est noté d'ailleurs. Gary qui, lui, va jouer le rôle de chipset bus et qui va globalement contrôler le transport des données. Agnus, il a également ce qu'on appelle un blitter. C'est un espèce de truc dans les registres qui permet de faire changer de couleur très rapidement. Ça va être pratique pour beaucoup de capacité graphique. A partir de là, il y a Paula. Paula, c'est la puce son. Elle va gérer une bonne partie de l'audio. Elle va gérer une partie vidéo aussi, mais très peu. Et elle est responsable notamment de tous les canaux haute définition de l'Amiga. Et enfin, nous avons Denis, qui est la puce graphique. C'est une puce très puissante qui va permettre d'avoir énormément de couleurs et énormément de performances rapides. Et elle est directement toute proche, vous le voyez, du circuit RGB et du circuit noir et blanc, qui sont jusque-là avec tous les tâches. Là, vous avez donc tous les connecteurs en haut. Donc là, vous avez un CIA. Alors les CIA, vous l'avez vu dans la vidéo dédiée au Commodore 64, c'est les puces qui gèrent les entrées-sorties, notamment le clavier. Vous avez les filtres audio qui sont ici. Vous avez les procédures de reset par là. C'est très sympa parce que c'est très bien organisé et tout est bien écrit. Pour le coup, c'est vachement cool. Et vous avez ici du coup le port d'extension RAM. On branchait l'extension RAM ici directement sur lié à l'autre. Et donc en dessous vous avez la trappe que je vous avais montré au début de l'intro. Voilà, et basiquement, c'est un peu tout à savoir. Là, vous avez les puces de gestion de data. Mais c'est assez simple comme carte mère, c'est assez simple et pourtant très efficace. Et là où la plupart des ordinateurs avaient des architectures qui reposaient beaucoup plus sur le processeur central, l'Amiga repose sur plusieurs puces à la fois et ça le rend d'autant plus puissant parce qu'en fait vous n'avez pas juste un Motorola 68K, vous avez un Motorola 68K et tout un tas de coprocesseurs qui vont l'épauler dans sa manière de faire. Et c'est à la fois très efficace et très intelligent parce que ce n'est pas non plus très cher. Mais il n'y a que les boîtes comme Commodore qui pourraient se faire ça parce que toutes ces puces sont évidemment custom et propriétaires. Du coup, ça en fait une architecture très fermée que seul Commodore maîtrise. Là où l'IBM PC, qui deviendra le concurrent central de l'Amiga sur ces dernières années, avait une architecture très ouverte, facilement reproductible par n'importe qui sans payer des licences astronomiques. Il n'y a jamais eu une clone officielle de l'Amiga d'ailleurs, justement parce que Commodore a toujours gardé son secret. Il faut savoir qu'à partir de l'Amiga, je crois que c'est l'Amiga 3000, un nouveau chipset sera inauguré, encore plus puissant et efficace. Toujours compatible avec l'ancien, mais avec beaucoup plus de permissivité. C'était globalement tout ce qu'il y a à savoir sur le circuit électronique. Passons du coup à la suite. Et nous voilà du coup dans la dernière partie de la review. Le test de la machine en elle-même. On est sur émulateur, on est sur FSUAE, on est du coup... on est sur Aros, amusant ça. On va bien voir ce que ça donne. Alors, on va du coup démarrer la machine, on va explorer un petit peu ce qu'elle a à proposer. Et puis on va jouer à un jeu, comme on a fait sur les précédentes revues rigolo de machines. Alors,
La souris est diablement rapide, que diable. Heureusement, j'ai un bouton qui permet de trafiquer un peu ça. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il démarre Aros. Aros, c'est un système d'exploitation qui dérive de l'Amiga et qui est entièrement open source. Alors il faut savoir que même si l'Amiga est mort depuis longtemps, il a des héritiers spirituels. Son système notamment a été conservé, enfin a été reverse engineeré et décliné en plusieurs systèmes open source, comme par exemple Morphos, comme Aros, comme Amiga OS, enfin voilà. Et donc du coup son héritage perdure aujourd'hui notamment sur les machines PowerPC. Alors c'est très niche, c'est des commus qui ne font pas grand chose et qui globalement ne font plus beaucoup de choses, mais c'est toujours présent et ça existe encore. Par contre ça m'étonne que... ouais, je sais pas pourquoi il cherche à... Est-ce que je peux... Non. Program failed, oui d'accord, mais... J'avoue que je suis confus. Il cherche pas à booter sur disquette. Je crois qu'il a planté là en plus. On va faire une petite pause OBS parce que là du coup faut que je m'en sorte. Allez, on revient tout de suite. Alors en trifouillant un petit peu, j'ai réussi à lui faire lancer la bonne ROM. Donc du coup là on a lancé le Workbench. Alors sur l'Amiga il y avait deux types de disquettes système. Il y avait tout d'abord le Kickstart qui concernait seulement l'Amiga 1000, qui servait à amorcer l'Amiga. Sur l'Amiga 500 et 1200, qui sont la deuxième génération d'Amiga, le Kickstart est intégré directement dans le circuit. Mais bon, il a pas trouvé d'horloge interne, c'est pas trop grave normalement. Par contre, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il m'a mis la main. Oula, non, j'ai sauvegardé le screenshot, c'était pas voulu. Oula, je comprends pas ce qu'il fout. Cela dit, il fait des bruits de disquette, donc je présume qu'il est en train de faire des trucs encore. Ah, voilà. Du coup, on a du coup, comme je disais, le Kickstart, mais du coup, le Kickstart, ça sert juste à amorcer. Et on a le système en lui-même qui s'appelle le Amiga Workbench. Ici, on est sur le système de l'Amiga 500, qui est le Workbench 1.3. Alors, c'est beaucoup plus basse résolution que l'Atari et le Macintosh. C'est des couleurs un peu étranges. Par la suite, ils le fiabiliseront, il deviendra plus gris et professionnel. Mais la première version, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est elle est un peu cartoonesque sur les bords. Alors, voyons voir ce qu'on a. Ah, d'accord, ça s'ouvre pas ça. J'aime bien notamment ce curseur rouge très cartoonesque aussi. Enfin, j'aimais vraiment le côté vraiment. Il y avait une volonté de rendre le truc un peu joyeux, sympa, mignon. Enfin, c'est joli. Alors voilà, l'interface Amiga globalement elle est assez proche de ce qui se faisait à l'époque dans les standards. On a une indication de la mémoire libre, on a donc le nom du système. Les fenêtres basiquement c'est voilà, système de scroll bar et tout comme sur Macintosh. Le bouton fermeture est à gauche comme sur Mac, pas comme sur Windows. Et sur le côté droit vous avez ces deux boutons qui sont un peu particuliers. C'est les boutons qui permettent de monter la fenêtre d'un cran et de la descendre d'un cran. Parce que par exemple si je prends deux fenêtres... on n'a pas ce système de comme sur les autres systèmes où là la fenêtre derrière passe au premier plan. Pour faire ça, il faut que je dise à celle-là va en arrière-plan. C'est drôle, hein. Ça, pour le coup, c'est assez étrange. On a perdu cette habitude-là. C'est pas du tout un standard. C'est assez surprenant. Alors, on va balader. Il y a tout un tas de trucs. Donc il y a un shell. Je sais pas. J'ai jamais fait de shell Amiga, donc je saurais pas utiliser les commandes. Mais basiquement, c'est l'invite de commande comme le CMD sur Windows ou ce genre de truc. Est-ce qu'on a des utilitaires? Voyons voir ce qu'on a là-dedans. On a plein de trucs rigolos. On a une horloge, on a une calculatrice. Je vous avoue que je connais un petit peu le Workbench, mais pas tant que ça, parce que je l'ai pas tant exploré que ça. Voilà l'horloge de l'Amiga, du coup, qui fonctionne pas, puisque j'ai pas réglé mon émulateur pour qu'il y ait l'horloge, mais globalement elle est jolie, elle est avec des aiguilles stylisées, elle est assez mignonne. Ah oui, non, un mauvais réflexe. Le bouton il est là, hop. La calculatrice, elle ressemble à quoi? Alors il y a les trucs de... Ouais. Bon, c'est une calculatrice quoi, si je dis 4 plus... Oula. Attends, je vais remettre ma souris en mode plus lent. Voilà, ça fait 6. Ok. Bon, pas bien méchant. Say, je sais pas ce que c'est. Voyons voir ce que c'est. Est-ce que c'est le synthétiseur vocal? Parce que ces machines avaient souvent des synthétiseurs vocaux. Le Macintosh en avait un. J'ai l'impression que oui. Alors, j'arrive pas à taper au clavier. Pourquoi je ne tape pas au clavier? J'ai l'impression que l'émulateur ne gère pas bien le clavier comme il faudrait.
Ça va pas être bien. Oula. Ah ouais, mais non, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'émulateur gère juste pas le clavier du tout. Par contre, comment je quitte le programme? Au secours. Parce que là, du coup... Mince. Ça, c'est le bouton pour redimensionner. Mais du coup, j'ai pas de croix. Bah, je sais pas. Et j'ai pas de gestionnaire d'application. Alors, je peux remettre le Workbench en premier plan. Et ouais, je peux pas fermer. Comment je ferme? Je sais pas. Je vais continuer à trifouiller sur l'émulateur. Il faut que je trouve des trucs. Ça va être la review. Ça va être la partie chaotique de la review, ça. A tout de suite. Alors, cette fois, je pense que j'ai réussi. En tout cas, j'arrive à taper des trucs dans la console. Donc, je pense que j'ai trouvé ce qui allait pas. Enfin, le lecteur fait plus de bruit. J'aurais peut-être pas dû taper au clavier. Mais heureusement, je me suis rendu compte que je pouvais accéder au panneau de contrôle de l'émulateur en faisant réinitialiser l'Amiga. Encore faudrait-il qu'il me laisse le faire. Pourquoi je n'ai pas accès aux touches? J'ai encore tout coincé? C'est pas vrai. C'est terrible cet émulateur. J'ai rarement autant galéré avec un émulateur. Bah la vache. Bon, bah je reviens tout de suite. Si j'y arrive. Et hop, bon. Hop, on est reparti. Alors l'écran est blanc. Bon, ça fait du bruit. Ça travaille. Voilà, revoilà l'Amigados. L'Amigados, ouais, c'est vrai que ça sonne un peu espagnol, c'est rigolo. Voilà, Amiga 500, 2000 Workbench 10. Il y a eu des tas de modèles d'Amiga, ils ont toujours des noms. Alors au début, ils avaient des noms relatifs à leur quantité de mémoire. Amiga 1000, il avait 1 méga, Amiga 500, 500 mégas, même si évidemment ils avaient des extensions. Après, il y a eu l'Amiga 1200, Amiga 2000, Amiga 3000, je crois qu'il y a même eu un 4000. Il y a eu l'Amiga 600 aussi, qui était une version un peu plus évoluée du 500. Ça a un sens très relatif, hein, c'est pas spécialement... Ah tiens, cette fois, il a détecté l'horloge. Il est un peu bizarre cet émulateur, hein. Ça paraît un peu branlant comme setup. Bon, on va y arriver. J'aime beaucoup cette petite flèche rouge. C'est vraiment le Workbench 1 qui avait ça, qui proposait cette option. Et c'était assez rigolo. Sachant que le curseur est entièrement éditable sur l'Amiga. C'est-à-dire on peut avoir une fenêtre de pixel art qui nous permet de charger ce qu'on veut. Alors moi je veux ouvrir ce disque. Donc, expansion, c'est quoi? Y a rien. Ah, ça doit être dans le port d'expansion, justement. Celui qui est sur le côté. Je voulais montrer... Bah, du coup, on va peut-être regarder l'horloge en train de fonctionner rapidement. Et on va peut-être pas rouvrir le truc de synthèse vocale. Voilà l'horloge. Elle est jolie, l'horloge de l'Amiga, quand même. Hop. Clock PTR, c'est quoi ça? Alors PTR, souvent c'est pointer, c'est un truc de programmation. Ouais, je sais pas, ça fait rien. Il y a le notepad, mort, je sais pas ce que c'est, mort. Return field name. Oh, return to exit, on va faire return. C'était pas ce bouton, j'ai fait une connerie, ça a failli faire planter OBS. À nouveau, il y a un problème de clavier. Oui. Par contre, comment je fais pour me déplacer là-dedans? J'y arrivais tout à l'heure. Pourquoi j'y arrive plus? C'est de la merde. Ah, peut-être qu'il faut que je pose l'Amiga, je sais pas. Non, pourquoi j'arrive plus à sélectionner de trucs dans le menu? Putain, c'est chiant. J'y suis arrivé une fois, et depuis, il n'y a plus rien qui marche. Ouais, je sais pas. Alors. Ah, je les reset. Bah, ça m'aide bien, ça. Bah, dis donc. Putain, la bataille quoi. Attends, je vais réessayer là. Je peux toujours pas, hein. Pourquoi je peux pas me déplacer? Je reviens, je fais pause. Ok, je crois que j'ai trouvé. Enfin, j'espère. En tout cas, là, cette fois, ça se déplace. C'est déjà pas mal.
On va le laisser gentiment démarrer. Vous l'aurez vu du coup, la séquence de démarrage du Amiga DOS. Aïe 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 aïe. Oh mon dieu. Surtout qu'en plus après, pour le jeu que j'ai trouvé, il faut jouer au clavier. Donc si le clavier marche pas, ça promet d'être compliqué. Alors... On a l'horloge et tout, enfin voilà. CLI 2, je sais pas ce que ça veut dire CLI 2. J'avoue que, en plus, ce qui est casse-pied, c'est que vu qu'on est sur un truc très ancien, on peut avoir des trucs qui sont pas très standards. CLI, en général, ça veut dire client, donc client, à l'opposé de serveur. Mais je sais pas si c'est ce que ça veut dire sur l'Amiga, parce qu'il y a des termes comme online, par exemple, qui ont énormément changé de signification. Par exemple, quand il y avait des PC comme le premier Osborne, par exemple, quand vous ne branchez pas le lecteur disquette, il disait floppy disk online, offline ou online. Sauf que c'était pas du tout lié à une connexion Internet. Internet n'existait pas à cette époque-là. Enfin bon. Allez, cette fois, c'est la bonne. Aïe aïe aïe. C'est ça qu'on aime aussi dans les reviews rigolos, c'est que c'est toujours une catastrophe. On est en improvisation. Il y a quoi dans système? Fast man first. Alors ouais, ça c'est des paramétrages, tout ça et tout. CLI c'est le terminal du coup. Ok. Donc on a vu utiliser. Je voulais chercher un truc moi, mais j'ai l'impression que je trouve pas ce que je veux. Je voulais voir si je trouvais la... Vous avez peut-être vu sur la photo avec Yann Miner, il y a une démo Amiga qui est très connue, qui est notamment intégrée dans le système, qui s'appelle la Bull Boing. En fait, c'était une démo qui avait été construite au CES en une nuit, qui montrait une boule rebondissante à damier rouge et blanche en train de rebondir. Ça donnait une illusion de 3D assez impressionnante et c'était fait avec le blitter, le fameux composant dont d'ailleurs je me suis légèrement bourré de rôle. C'est un truc qui permet de faire des copies ultra rapides, qui permet de gérer des blocs mémoire super rapidement, donc ça permet des changements de couleurs mais aussi des scrolling et tout un tas de trucs. C'est beaucoup plus complexe que ce que j'avais dit dans le début de la vidéo. Et donc du coup c'était pas de la vraie 3D, c'était juste des changements de pixels ultra rapides. Alors là-dedans on a des polices, on a... Alors ça c'est quoi ça? Ouvrons-le. Vous voyez qu'on a la corbeille dans les dossiers à chaque fois, c'est rigolo. Elle est pas sur le bureau comme ça. Oh c'est joli. Bah c'est un genre de démo ça aussi. Ça a de la gueule hein. Je l'avais vu sur mon Amiga en noir et blanc du coup. Mais du coup c'était en noir et blanc. Ah ça, en couleur ça a plus de gueule déjà, c'est joli. C'est une démo. Typiquement, c'est ce que fait un programmeur pour s'éclater, pour tester un peu la machine. Des démos, il y en a eu énormément sur Amiga. C'est la machine qui a vu naître la scène démo par excellence. Plein de développeurs se la pétaient et faisaient des démos techniques plus impressionnantes les unes que les autres pour exploiter les capacités de la machine. Et notamment, c'était le cas des hackers. Quand vous lanciez des copies craquées des jeux, il y avait souvent une démo qui se lançait avant pour présenter la team de hacking, pour faire passer des messages, ce genre de choses. C'était ce qu'on a les débuts de la scène Juarez. Par contre, comment je ferme ça, moi? Ah oui, il y a une croix ici. Vous voyez d'ailleurs que le bouton utilise une partie de la palette. C'est rigolo. Hop, c'est assez joli. Bon, basic démo, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on a la Boing? Moi, je veux la Boing. Oh, on en a des trucs. On a music, picture 2, screen, objet edit, bitlane, C logo, screen print, picture, conux. Non. Il n'y a pas la démo... C'est quoi la démo musique? Ça montre un petit peu déjà ce que la machine a dans le ventre. Hein. Bon, par contre, l'émulateur est très fidèle et on n'a pas de... Du coup, on a une lecteur disquette. Alors, c'est une démo qui est faite en basique. Parce que l'Amiga supporte évidemment basique. Oh, c'est mignon. C'est quoi déjà ça? C'est de la musique classique, mais je me rappelle plus. C'est du Mozart, il me semble. Avec un petit effet sur l'écran. C'est très sympa. Donc là on est en basique, on est en langage interprété. Si vous vous rappelez de la vidéo initiation à la programmation, vous savez ce que ça veut dire. C'est vraiment sympa, c'est mignon. Hop. Alors kaléidoscope, démo tout court par exemple. Parce que moi je me demande si la Bull Boing est là. Oula, qu'est-ce que ça fait ça? Ah oui d'accord. Ah oui, ça en met plein la gueule hein. Donc vous avez plusieurs trucs qui se jouent en même temps. Sur 4 fenêtres différentes. Sympa hein. Avec le basique de Microsoft. Je vous l'avais dit, Microsoft il a popularisé le basique. Mais je pense pas que la... Oui, parce que basique démo c'est des démos en basique. Je pense pas que la Bull Boing soit là-dedans parce qu'il me semble qu'elle est pas codée en basique. Mais du coup vous avez basique ici. Tools, qu'est-ce qu'on a dans Tools?
Vous avez vu, c'est pas des dossiers, c'est des tiroirs. Oh, il y a Emacs. C'est un logiciel d'édition de texte qui était notamment sur l'environnement Unix à la base. Sympa de le voir ici. Rigolo ça. Terminal, ouais, machin, palette. Ouais, pas mal des trucs de. C'est surtout des trucs de développeurs, hein, c'est pas. FD 1.3, qu'est-ce qu'on a là-dedans? D'accord. FD Files here, je sais pas ce que c'est. Font dev, sait-on jamais. Y a rien. Ouais, je trouve pas la Boing Boing Ball. Je mettrais peut-être une image au montage de la Boing Ball. C'est une démo mondialement connue de l'Amiga. C'est devenu le logo de la machine d'ailleurs avec le temps. On va quand même chercher un petit peu. Mais moi je croyais qu'elle était intégrée. Empty. Ouais. Mais ouais, j'ai peut-être pas le bon workbench, j'en sais rien. Je m'y connais pas assez en Amiga malheureusement pour vous dire ça. Mais je vous la montrerai au montage, pas de problème. Allons voir les prefs. Alors là, c'est le serial pour communiquer avec d'autres nains. Et là, vous avez notamment, dont j'en parlais tout à l'heure. Alors les préférences sont là, on va les ouvrir. J'aime beaucoup les teintes bleu et orange, je trouve ça élégant. Enfin, ça a mal vieilli, mais ça fait joli, je trouve. Alors du coup, là, en fait, on peut changer toutes les couleurs. Par exemple, si j'ai envie que le orange, il soit pas orange, je peux faire ça. Alors, il est à combien mon vert, j'en sais rien. Le bleu, il n'y a pas de bleu. Bah, si je mets du bleu, voilà, ça devient rose. Sympa, hein? Je peux changer toutes les couleurs du système si j'en ai envie, du coup, pour lui donner vraiment une gueule personnalisée. Change serial, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie d'y toucher. Donc l'heure, c'est bon. Là, c'est les trucs pour les touches, la vitesse de la souris, tout ça, là, machin. Edit pointer, du coup. Change pointer. Wow. Alors, j'avoue, j'y comprends pas tout, mais vraisemblablement, c'est pour les réglages poussés du pointeur. Et comme je disais, voilà, si j'ai envie de changer de souris de tout au tout, et ben, je peux faire comme ceci. J'ai 4 couleurs à disposition, dont une transparente, et du coup, je peux modifier ma flèche à volonté. Et plein de jeux ne se gênent pas pour le faire, d'ailleurs, hein. Allez, on va faire cancel. Et voilà, du coup, les préférences. Alors, comment je... Cancel. Voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai chargé 4 disquettes, mais les autres disquettes, elles apparaissent pas. Là, il y a le RAM disk. Alors, je sais pas ce que c'est. Enfin, je suppose que c'est pour voir la RAM. NDOS, je sais pas ce que c'est non plus. Enfin, c'est des périphériques qui sont branchés. The icons have not default tool. J'en sais rien. Et là... Ouais, ça... Ouais, ok, même erreur. Ouais, bah, je sais pas si j'arriverai à vous montrer bien plus du workbench malheureusement. Dans les démos également, les démos cultes de l'Amiga, vous avez vu dans l'intro celle d'un jongleur avec des balles réfléchissantes. C'est du ray tracing, parce que oui, l'Amiga 500 était capable de faire du ray tracing. Alors c'est pas en direct, c'est du pré-rendu. Mais cette démo a été vraiment faite avec une Amiga 500. Le jongleur, c'était une démo très connue de l'Amiga, qui était très célèbre, notamment parce qu'elle est extrêmement impressionnante pour l'époque. Une machine de ce genre grand public pouvait faire du ray tracing. Vous vous rendez compte? Bon, aujourd'hui, ça paraît un peu dérisoire, surtout qu'aujourd'hui, on le fait en direct live, mais pour l'époque, c'était vraiment incroyable. Voilà, et ben on va peut-être passer au jeu. Pour ça, il faut encore que j'aille trifouiller dans l'émulateur, mais on se retrouve tout de suite. Allez! On est reparti. Alors du coup on va lancer le jeu. Voilà. Là du coup c'est les fameuses intros Juarez dont je vous parlais. Alors je vais juste mettre le volume à mon volume habituel OBS. Et donc du coup on va jouer à Pinball Dreams. Pinball Dreams qui est un jeu culte de l'Amiga, un jeu de pinball comme son nom l'indique. C'est pas un jeu bien compliqué, mais qui est assez impressionnant parce que sorti relativement tôt dans la vie de la machine et pour le coup il pousse vraiment les capacités à fond. Alors sauf faire de ma part il me faut cliquer. Voilà. Et le jeu va se lancer tout seul de lui-même. Digital Illusions. Alors Digital Illusions, vous le connaissez. Ils sont Digital Illusions, je sais, Creative Engineering, je sais plus quoi. C'est devenu le studio DICE, qui est devenu célèbre pour tout un tas de jeux. Dans le mémoire, c'est eux qui ont fait Mirror's Edge, par exemple. Après, j'avoue, je connais pas très bien, mais je sais que c'est très connu, DICE. Et ça charge. Il faut être patient. On a les temps de chargement de l'époque. Avec les bruits d'époque aussi, l'émulateur fait des bruits. C'est mignon, je trouve ça. Ce qui est rigolo, c'est que moi, mon Amiga, il a un Gotek. Donc il va à la même vitesse, mais il fait plus de bruit. Puisque les Gotek sont silencieux. Enfin, des fois, ils font bip bip. Mais le mien, pour le coup, est silencieux. Et voilà. 20th Century Entertainment presents Digital Illusions.
Les logos ont de la gueule. Hein. Vous voyez à quel point la machine peut vraiment pousser les graphismes. Hein, parce que c'est évidemment pas de la V3D, mais la quantité de couleurs, sachant qu'on est en 1985-87, est vraiment impressionnante. Et la musique, vous la reconnaissez, c'est la musique que j'ai utilisée pour l'intro. Elle a une vibe monstrueuse. Vraiment, c'est niveau arcade. De loin, on est sur du 16 bits. C'est plus poussé que la Super Nintendo. Alors que la Super Nintendo n'est même pas encore envisagée. Hein, on est 5 ans avant. Et vraiment, la synth envoie du pâté. Vraiment, c'est ça vibe. Hein. Allez. Et ben, on va prendre. Alors, si je dis pas de bêtises, F1. Oups, c'est pas ça qu'il fallait faire. À nouveau, le problème de clavier, j'ai l'impression, non? Bah merde. Faudrait qu'on m'explique pourquoi le clavier déconne autant. Parce que je peux... ouais. J'ai aucune touche qui marche. Alors, on est reparti. Je crois que j'ai réussi à résoudre le problème. Alors, vérifions. Putain, c'est là le tab. C'est quand j'ai le tab que ça merde. Ah, fait chier. Je sais pas comment je vais résoudre ça. Ok. Cette fois, je pense qu'on est bon. Eh ben, putain. Donc, j'ai compris. Cet émulateur déteste qu'on a le tab. Ce qui est plutôt chiant, je dois bien avouer. Parce que pour démarrer OBS, c'est mieux d'aller le tab. On va essayer de faire 100 du coup. Mais... oh la vache. Bon. Allez, on redémarre. Enfin, même si ça rame, je suis obligé de meubler du coup. Mais sinon, ouais... niveau ludothèque, l'Amiga a quasiment tout eu. Il a eu des jeux de bagnole, des jeux de réflexion, des jeux de shoot, des jeux de pinball, enfin voilà. C'était une machine qui était tellement puissante, et c'est-à-dire, c'était l'ordinateur de jeux vidéo par excellence. Tu jouais aux jeux vidéo et tu avais les moyens d'avoir un micro, tu prenais un Amiga. Parce que c'était un peu plus cher qu'un Atari, certes. T'avais pas le moniteur d'intégrer comme sur l'Atari, certes, mais ça se branchait très bien à une télé, et les jeux étaient démentiellement meilleurs que tout ce que tu pouvais avoir à l'époque. C'était l'arcade à la maison pour de vrai. Hop. Ça marche toujours? Ça marche toujours. Ok. Effectivement, l'Atari va quand même survivre justement de par son côté bas de gamme et par, comme je disais, son côté très niche. Mais vraiment, l'Amiga, il a presque failli enterrer les consoles parce que comment tu pouvais justifier l'achat d'une console quand tu avais ce machin? Alors après, c'était plus cher, mais les ordinateurs, bah, ça fait beaucoup plus de choses qu'une console. Ce qui fait que notamment en Europe, l'Amiga et l'Atari ont largement envahi le marché et les consoles comme la NES, la SNES et la Mega Drive ont eu du mal à s'imposer face à eux. Et aux États-Unis, leur existence a été remise en cause en 1983 aussi. Ok, bon, cette fois on est bon. Ok, si j'appuie sur F1, ah bah voilà, là ça réagit là. Loading Ignition, donc la première table qui s'appelle Ignition. Alors, la musique, cette musique est incroyable. Pour les années 80, vraiment. Ah, oh putain, la transition est smooth. Parce que évidemment la musique aurait continué, hein. Mais ouais, il fait un fade assez sympa, petit fondu. Alors on n'entend plus le lecteur, donc je sais pas, je suppose que tout est normal. Ah oui, c'est normal. Eh, ça a de la gueule. La musique est cool aussi. Petit scrolling. Alors, j'ai regardé les contrôles, donc je saurais à peu près m'en sortir, je pense. Je dois valider, appuyer quelque part. Control with mouse or arrow down key. Ah. Ouais, non, ça m'échappe. Comment je lance Ah, là le scrolling s'est arrêté, donc je sais pas ce que ça veut dire. Ouh là là. Ça redescend. Ah non, d'accord, il est en train de m'expliquer un truc. Comment je fais pour lui dire que c'est bon, j'ai pas besoin des explications. Ok, parce que j'ai le manuel sous les yeux, mais... c'est le problème des vieux jeux, quand on n'a pas le manuel, des fois c'est dur.
Mhm. Parce que là, il explique tous les principes de la table, basiquement, tout ce qu'il faut faire. Mais j'avoue que là... Ah, d'accord, il fallait appuyer sur F. Ok. Ah, hop. Ah oui, d'accord, j'ai. Ok. Alors, ouais, je peux déplacer les lumières comme sur un pinball classique. Et j'ai les deux flippers en bas, chacun sur une touche Shift. Hop. C'est la table la plus facile, celle-ci. Elles sont de plus en plus dures. C'est fluide, hein, c'est vraiment fluide. Pour rappel, comme je le dis encore une fois, en 85 et en 87, la NES n'est pas encore sortie en France. Elle est sortie au Japon, elle sortira aux États-Unis en 85 et en France fin 87. Et là, et aux États-Unis du coup, et au début, enfin en Europe, vous aviez déjà ce truc-là. Assez impressionnant. Balle numéro 2. Bon, oula, pardon. Le MacBook qui fait des siennes. Bon, mes performances vont être ridicules, mais le but c'est plus de vous montrer la machine. Ça me rappelle un peu le Space Cadet de Windows. Alors le Space Cadet, faudra que je fasse une vidéo dessus un jour, je le connais beaucoup mieux, ce jeu, je l'ai tryhard un max. Hop. Eh ben c'était ridicule. Je sais pas combien on a de balles. Traditionnellement, c'est 3 sur les pingballs. Après, je suis pas un expert en pingball, mais... Oh! Ouais, j'ai eu fuel. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous entendez, il y a également des voix digits. Là, il y a une demoiselle qui a dit launch. Vraiment, cette machine était d'une qualité sonore exemplaire. Et niveau graphisme, c'est cool aussi. L'effet de scrolling fonctionne super bien, c'est très fluide, enfin vraiment pas de ralentissement, que dalle. Et c'est pas l'émulateur qui fait ça, hein. Sur une vraie machine, vous aviez les mêmes performances. Hein. Même sur l'Amiga 500, qui était le plus bas modèle de la gamme. Bah, de toute façon, comme je disais, ils sont tous compatibles entre eux. Et en dehors des générations suivantes qui auront des processeurs plus puissants, comme l'Amiga 3000 ou ce genre de choses, ils sont tous compatibles et ils font tous tourner les jeux à la même vitesse. Ok, ben on a perdu. On a fait un score. Allez, changeons de table. Yes. Voilà. Changeons de table. Bah faisons Steel Wheel. On va faire les 4. Allez. Maintenant qu'on a compris le principe. Et donc du coup en fait F1 ça sert à dire que je joue à un joueur. Parce qu'on peut jouer à plusieurs en plus à ce jeu. Bon, évidemment, il faut meubler le temps que ça transitionne. Aïe, aïe, aïe. Elle va être longue, cette vidéo, hein, mine de rien. On en fait des trucs. Bah, en même temps, comme je disais, l'Amiga, c'est un vaste sujet. Et on a fait que le survoler. Hein. Pom, 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 pom. Thème western avec des trains. Mignon, mignon. Allons-y. J'aime bien les rails sur la rampe d'accès sur le côté. Oh, là il y a de la rampe pour la bille, enfin et tout. Oh. Hop. Vous avez vu comme la musique varie bien. On a vraiment tout type d'instruments. C'est vraiment sympa. Hein. Parce que là on est sur un truc plus country du coup. Ah, pas assez fort. Ce jeu, c'est Bob Lennon qui l'a montré pour la première fois sur sa chaîne. Bob Lennon a eu un Amiga enfant, donc il fait souvent des jeux Amiga. Enfin, il en fait moins ces temps-ci, mais il en a fait pas mal pendant une période. Et du coup, j'avais eu envie de l'essayer grâce à lui, parce que vraiment, les jeux de pinball des années 80-90, en général, ils sont vraiment pas bons. Mais alors lui, pour le coup, il a de la gueule. Hein. Parce que sur Mac, moi, j'avais pas grand-chose. J'avais le Space Cadet, mais le Space Cadet, il est beaucoup plus récent. Et alors, je dois avoir un ou deux pinballs de cette époque qui sont vraiment pas à ce niveau. Hein. le design sonore est vraiment cool. Et tout ça tient sur deux disquettes de 8 kg, 1 méga 6 en tout. Enfin 8 kg, 800 kg pardon.
Bon alors, je fais pas attention à ce que je fais. Hein. Je suis en mode, je rattrape la balle. Je suppose qu'il y a des objectifs de partout, des trucs à tryhard. Il y a eu tout un tas de séries de Pinball de DICE. Ils ont fait Pinball, donc celui-là c'est Pinball Dreams. Il y a eu Pinball Illusions et Pinball Fantasy. Je crois que c'est l'inverse. C'est Pinball Fantasy puis Pinball Illusions. Ah bah on a déjà perdu. Il y avait que 3 balles. Bon, c'est pas grave. Ok, suivant. Beatbox, donc spécialisé musique. Hop. Bon. Et ouais, du coup cet Amiga là je l'ai pris d'occasion. Ça se trouve relativement bien. C'est des machines qui survivent assez bien au temps. Elles ont rarement des composants sensibles comme les Macintosh qui ont des condensateurs ou ce genre de trucs. Donc en général on les trouve souvent en bon état. Il y a quelques modèles à éviter comme le 600 notamment qui a des faiblesses au niveau des condensateurs. Mais le 500 ça se trouve bien, ça se restaure bien, ça s'entretient très bien et on peut jouer très facilement avec en installant un Gotek. Franchement c'est des machines, si vous voulez débuter en rétro gaming, si vous n'êtes pas console plus micro, c'est la machine à avoir l'Amiga par excellence. Comparé au Macintosh ou à même l'Atari ça va, mais l'Atari les portages de jeux sont moins bien. Là pour le coup vous avez une machine qui peut vraiment faire tourner la crème de son époque et qui est relativement solide et plutôt facile à réparer. Et en plus, elle a une communauté dédiée. Moi, notamment, pour le mien, je suis allé à plusieurs reprises sur le forum Amiga France. Ils ont vraiment plein de gens sympas prêts à vous aider. Et c'est vraiment toute une communauté fédératrice autour de cette machine. Bon, par contre, on est vraiment nuls. Hein. Mais en même temps, c'est l'étape de plus en plus dure. Donc, Et là, du coup, on est sur une ambiance plus hip-hop. Oh putain, je suis pas bon. Et alors ouais, dans tous les jeux qu'on a fait, l'Amiga en a fait dans tous les jeux qu'on a fait sur la chaîne, la plupart des jeux tournaient sur Amiga. Les Lemmings évidemment sont nés sur Amiga, j'en ai déjà parlé. Toute la série, il y a Oxide et Oxide Magnum, il y a Shufflepug Café, une très très belle version de Shufflepug Café d'ailleurs. Tout en couleur et tout, là où celle du Macintosh était entièrement en noir et blanc. Il y a Tetris, il y a Arkanoid, il y a vraiment tous les classiques sont sur Amiga ou presque. Il y a vraiment très peu de jeux que j'ai fait sur la chaîne. Prince of Persia aussi évidemment. Alors Glypha et Glider c'était des exclus Macintosh comme Crystal Quest et Crystal Quest et Crazy, mais c'est plutôt rare. Vraiment la plupart des jeux sont sur Amiga. Vous avez même des jeux de Sega comme Outrun, comme je sais pas. Voilà, il y a International Karate, il y a même Street Fighter. Alors c'est pas la meilleure version, mais elle est là quand même. J'ai pas réussi à le faire marcher d'ailleurs, Street Fighter. Mon crack doit pas être bon. Allez, suivant. La dernière table. On va pas jouer énormément de temps, déjà parce que c'est un pinball et que du coup commenter du pinball c'est pas forcément évident. Mais aussi parce que la review commence à s'éterniser mine de rien. Hein. On va bientôt arriver sur 1 heure, ça va être la plus longue review qu'on ait jamais fait je crois. En tout cas j'espère que ce step up vous aura plu, hein, parce que vraiment j'aurais mis la gomme sur celle-ci. Mais j'avais envie. Mine de rien je suis content parce que le format review rigolo il évolue de plus en plus positivement. Comparé à la première sur Macintosh qui avait pas de musique ni rien, qui était fait en one shot, et les dernières sur les Game & Watch, Rob et du coup celle-ci, il y a vraiment un gros step up et c'est vraiment cool. Par contre pourquoi je t'avais dit de quitter moi ? Allez, la dernière table, Nightmare, qui est infâme. Enfin, je l'ai jamais testé, mais j'ai vu des gens y jouer, c'est infâme. Mais c'est pas grave. C'est pour la démo, pour montrer un petit peu toutes les ambiances qu'on peut avoir sur l'Amiga. Loading Nightmare. Les polices sont classe. Tous les trucs en chromé, là, j'aimais bien. C'était la mode à l'époque. Hop, ça a de la gueule, hein. Avec Rear Digit. Ah oui, avec un côté spooky. Hop là. Ouais, j'ai pas mes repères. J'ai l'habitude de jouer en mode Space Cadet, mais du coup, c'est pas exactement la même physique. Ah, les jingles sont excellents.
Hop. Hop. On allume des lettres. Alors je sais pas comment. Comme j'ai dit, je fais pas attention. Ah, il y a une protection. Je sais pas si elle est activée ou pas. Mais ouais, on n'est pas. On peut sauver la balle. Ouais, enfin ça fait pas non plus. Hop. Oh là. Hop. Il y a moyen de tilter aussi, mais alors bon, moi de tilter les trucs, c'est pas mon truc. Hop. Hop. J'ai aucune idée de ce que je fais, hein, comme tout à l'heure. Bah voilà. Et ben voilà. Eh bien, je pense que c'est ainsi que se termine notre aventure sur l'Amiga 500. C'était pas comme ça. Je me gourde tout, je crois. Voilà, on revient juste au menu. Mais du coup, comme je le disais, c'est ainsi que se termine notre aventure sur l'Amiga 500. J'espère que cette review rigolo, le décor est encore buggé. Il faudra que je trouve un moyen de régler ça. Que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'ai mis la gomme sur celle-ci. Donc, envoyez-lui du love. Je vous souhaite d'aller jusqu'à la prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!